qui m'intéressait, moi, dans la situation actuelle israélienne et palestinienne, c'était effectivement de voir comment, pourquoi Israël et la Palestine, les autorités palestiniennes, ont été relativement protégés par le Covid-19. Quand on compare, par exemple, à d'autres pays, on se rend compte que la région, que le Proche-Orient, en tout cas la Proche-Orient, Israël, la Cisjordanie et Gaza ont été relativement épargnés par les cas mortels de coronavirus quand on compare effectivement à d'autres pays. Je pense à l'Europe, mais aussi maintenant aux États-Unis, etc. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi et de retracer un peu l'historique de la propagation du virus dans cette région. Qu'on voit à la date d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de 200 morts en Israël, qu'en Cisjordanie et à Gaza, on est toujours à 2 morts, ce qui est très faible. Il faut rappeler les chiffres. Israël, c'est une population de 9 millions d'habitants. Donc, on se rend compte que malgré des cas de coronavirus, il y a eu relativement peu de victimes. Alors maintenant, il faut savoir essayer de comprendre pourquoi. On sait que le gouvernement israélien s'est vanté d'être parmi les plus protecteurs, d'avoir agi très vite, d'avoir mieux réagi peut-être que les autres pays. C'était aussi un élément, il faut le dire, on va dire de propagande, ou en tout cas de propagande électorale, parce que vous le savez, Israël a vécu une élection en pleine crise du coronavirus. Dès la fin janvier, Israël interdisait les vols en provenance de Chine. Il y a eu d'autres interdictions en provenance d'Asie à partir du 17 février. Fin février, c'était les citoyens italiens qui n'avaient plus le droit d'entrer sur le territoire, ce qui a provoqué bien évidemment l'étonnement et même quelques remous diplomatiques entre chancelleries. Des mesures très rapides, très radicales, donc fermeture des frontières. Cette fermeture des frontières qui est décidée par Benyamin Netanyahou, elle s'explique déjà parce que Israël est un petit pays, où la densité démographique est très forte. Tel Aviv, Jérusalem, quelques grands centres dans lesquels la population est très concentrée, très dense, et du coup, on a très vite craint une propagation rapide du virus et du coup, le gouvernement a décidé de fermer les frontières. Cette radicalité dans la décision, c'est aussi très israélien, une volonté d'agir très vite, très rapidement et de manière souvent très radicale. En l'occurrence, il me semble que c'était justifié quand on voit effectivement ce qui a pu se passer ailleurs dans le monde. Il faut souligner aussi qu'en Israël, tout le monde, tout un chacun doit servir dans l'armée, que c'est une armée effectivement qui n'est pas professionnelle. Donc il y a une certaine proximité, une certaine confiance dans l'armée. Et en même temps, vous l'avez souligné, et en même temps, le gouvernement a autorisé les services de sécurité, le service de renseignement intérieur à récolter des données de patients malades du Covid pour ensuite prévenir les personnes qui ont croisé la route du malade que finalement qu'ils avaient croisé quelqu'un de malade. Ça s'est fait nulle part ailleurs dans le monde. Hein. Il faut vraiment le souligner que des services de renseignement récoltent ces données et ensuite les utilisent pour des raisons sanitaires, mais aussi c'est des raisons qui ont fait bondir toutes les ONG qui ont considéré qu'il y avait ici une violation des données privées, une violation de la liberté. Et du coup, le gouvernement a été contraint de s'expliquer devant la Cour suprême israélienne qui a été saisie et une loi devrait être votée, n'a toujours pas été votée, mais devrait être votée pour autoriser finalement ce prélèvement des données, cette utilisation des données par le gouvernement sans contrôle du Parlement, ce qui est assez exceptionnel. En France, on sait qu'il y aura un débat, par exemple, cet après-midi sur cette utilisation des données personnelles. En Israël, il n'y a pas eu de débat, le gouvernement l'a décidé et ensuite votera ou non une loi, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de loi.
en France, c'est 70-80% de couverture pour celui qui est placé en chômage partiel. En Israël, c'était beaucoup moins. Ça concernait beaucoup moins aussi de gens. Il n'y a pas eu d'aide aux indépendants, il n'y a pas eu d'aide aux artisans. Il y a eu donc ce qui provoque effectivement une crise sociale que certains estiment sans précédent. Alors, c'est 25% de la population qui est actuellement au chômage. C'est un chômage qui est partiel parce qu'on estime que qu'un certain nombre de ces chômeurs retrouveront un métier. Pas tous. Les économistes disent que beaucoup de gens resteront sur le carreau. Donc, une crise sociale énorme. Et ça explique aussi pourquoi Benyamin Netanyahou n'a pas voulu un nouveau scrutin. Parce qu'on s'imagine bien qu'avec 25% de chômeurs dans les chiffres et de 25% d'une population qui n'a pas de travail, on pense bien qu'il y aurait eu des répercussions sur le scrutin et que la colère sociale se serait fait entendre d'une manière ou d'une autre dans les urnes. Donc une crise sociale effectivement qui est très inquiétante parce qu'il faut rappeler qu'en Israël, le secteur des hautes technologies, c'est un peu le secteur qui tire la croissance depuis maintenant 2 décennies. Et alors, vous avez évoqué juste avant une reprise de l'activité. C'est vrai, une reprise de l'activité économique. Et le secteur qui a été réactivé en priorité, c'est le secteur effectivement des hautes technologies, les salariés du high-tech, parce que c'est le secteur un peu protégé, le secteur phare de l'économie israélienne. Ce qui risque quand l'ensemble de l'activité économique va reprendre, de provoquer de nouvelles inégalités en Israël, avec un secteur des hautes technologies qui va très vite repartir de l'avant, retrouver des parts de marché, etc. Et des petits artisans, des commerçants qui, eux, malheureusement, ne pourront pas surmonter cette grave crise économique qui touche actuellement toute la planète. Il y a entre 15 et 30% des salariés qui ont repris le chemin du travail. Alors, pas complètement, avec des mesures évidemment barrières, avec l'obligation du port du masque, avec plein de limites et de freins, mais on estime que 30% effectivement de l'activité économique est en train de repartir en Israël. Gaza, évidemment, ça a été une des grandes craintes à la fois des autorités israéliennes, de l'OMS, de l'UNESCO. Tout le monde craignait et craint encore un désastre humanitaire à Gaza. Il faut rappeler que c'est un des territoires les plus denses au monde, avec un système de santé qui menace depuis déjà plusieurs années de s'effondrer. Gaza est soumis à un double blocus, le blocus israélien et un blocus égyptien. Et on a craint une rapide propagation du virus. Il y a eu relativement tardivement plusieurs cas de coronavirus qui ont très rapidement été gérés par le Hamas qui est au pouvoir maintenant depuis plus d'une décennie à Gaza, avec l'isolement des patients contaminés, avec la construction d'un hôpital de campagne dans le sud de la bande de Gaza. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a eu une relative bonne coopération entre les autorités israéliennes et Gaza. Je dis relative parce que les deux parties étaient intéressées à participer à cet effort. Il y a eu, par exemple, des médecins de Gaza, des infirmiers de Gaza qui ont été formés par des équipes israéliennes à la lutte contre le coronavirus. En Cisjordanie, il y a également, les autorités ont très rapidement réagi. Mahmoud Abbas est en retrait, on l'a très peu vu, mais le Premier ministre a, dès l'apparition des premiers cas de coronavirus début mars, décrété l'état d'urgence, imposé l'interdiction de déplacement entre les villes et a donc très rapidement imposé un confinement qu'on a constaté un peu partout dans le monde. Mais il faut vraiment souligner cette rapidité dans l'action et aussi la coopération entre l'autorité palestinienne et Israël. Il y a eu des échanges entre les ministères des Finances avec des aides économiques, avec la possibilité d'échange d'informations
ça a toujours été le cas, mais peut-être encore plus qu'auparavant, échange d'informations entre l'autorité palestinienne et Israël. Alors, ça n'empêche pas, par ailleurs, la poursuite du travail de colonisation de certains groupes dans la société israélienne. Il n'y a pas eu d'interruption à ce niveau-là, et il y a toujours cette crainte maintenant qu'il y a un gouvernement d'union nationale en Israël, la mise en œuvre du deal du siècle, du plan de Donald Trump en Cisjordanie, qui pourrait en tout cas intervenir à partir de début juillet avec l'annexion de certains secteurs certains secteurs de la Cisjordanie, avec notamment l'annexion de la vallée du Jourdain en Cisjordanie par Israël.